rapide. Donc moi, c'est Olivier Destrovac. Je suis développeur mobile iOS en faisant du natif ou Android et iOS en faisant du React Native pour couvrir les deux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Core Data. Et mon but, c'est de faire une intro rapide de Core Data pour que ceux qui ne connaissent pas Core Data puissent se dire, OK, voilà ce que c'est. Et après, de vous donner des conseils par rapport à comment l'utiliser. Hop, ça y est, mon timer est en train de tourner. Comment l'utiliser et éviter des problèmes qu'on peut rencontrer assez fréquemment avec Core Data. Et c'est toutes des leçons que en fait, j'ai apprises au fur et à mesure des années pendant lesquelles j'ai utilisé Core Data. Donc voilà, qu'est-ce que Core Data? Je viens déjà un peu parler de ça, et j'ai déjà fait l'agenda. Et donc je parlais aussi de comment le mettre en place dans une application, comment ça s'intègre, et après donc 10 conseils que j'ai accumulés au cours des années. Si vous voulez préférer une version écrite, en fait, c'est basé sur un article que j'ai publié la semaine dernière sur Medium, qui reprend les mêmes conseils que je vais couvrir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Core Data? Donc Core Data, en fait, c'est la solution d'Apple pour persister vos données structurées sur votre téléphone. Donc il y a toujours plusieurs manières de sauvegarder vos données. Vous pouvez sauvegarder vers un fichier, vous pouvez sauvegarder en mémoire, vous pouvez sauvegarder dans une base de données. Et donc Core Data propose de faire ça pour vous et de sauvegarder ces données sur disque ou juste en mémoire si vous avez envie. En utilisant une API qui est intégrée dans l'OS. Donc l'avantage là, c'est que vous n'avez pas embarqué une librairie supplémentaire, c'est déjà dans le téléphone. Ça a été introduit dans macOS 10.4. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'évolution de macOS, ça fait une éternité parce que ça fait à peu près 8-9 ans, si pas plus, que ça a été introduit. Je me souviens d'avoir été à la conférence des développeurs d'Apple, WWDC, quand ça a été introduit. Et c'était pas mal de voir un petit peu ce qui est faisable avec à l'époque. Une des grandes questions qui est toujours posée par rapport à Core Data, c'est est-ce que c'est un wrapper pour SQL? Et la réponse est oui et non. Là, j'ai mis que c'en est pas un. La raison pour laquelle c'est oui et non, c'est partiellement un oui parce que Core Data peut stocker les données justement dans une base de données SQLite. Mais c'est non parce que ça fait beaucoup plus qu'être juste un rapport autour de SQLite. Et aussi parce que vous pouvez stocker les données dans d'autres formats, dans d'autres stores que dans SQLite. Je vous redirai un peu plus tard les autres options que vous avez. C'est aussi pas un ORM parce que c'est pas juste un outil pour créer des requêtes, des queries vers une base de données. C'est quelque chose qui peut faire beaucoup plus. Bon, en fait, moi, dans ma tête, Core Data, je le qualifie toujours d'un Object Relationship Management Framework. Parce qu'en fait, quand vous définissez votre modèle de données, vous définissez des relations et Core Data se charge de manager ces relations pour vous, en fait. C'est pas quelque chose que vous avez à faire. Quand vous voulez récupérer des données au travers des relationships, Core Data s'occupe de ça automatiquement pour vous de façon transparente. Ce qui est un grand changement par rapport à utiliser SQLite ou un ORM. Une des autres choses qui est intéressante avec Core Data, c'est que c'est un framework qui est complètement indépendant des couches UI. Alors forcément, il y a des classes qui peuvent s'intégrer avec Core Data, mais c'est pas, il n'y a rien dans le framework de Core Data qui est relié à UIKit ou à AppKit. Donc en fait, vous pouvez même utiliser Core Data pour... hop. Alors, n'oubliez pas de vous mute. Et je vais aller dans les participants pour mute tout le monde, sauf moi. Alors, tac, tac. Forcément, ça va pas marcher comme ça. On est reparti. Alors, c'est parti. Voilà. Où j'en étais? Donc, c'est complètement indépendant des couches UI. Et donc ça permet effectivement d'inclure par exemple Core Data dans un outil de type commande à la ligne où il n'y a pas d'interface graphique pour aller avec. Et je ne veux plus voir ça. Alors.
Voilà. On est reparti. Alors, la stack Core Data, comment Core Data est structuré? Donc en fait, j'ai récupéré ce diagramme du site Apple, je crois qu'il était à peu près bien fait. Donc là, en fait, vous avez un peu tous les différents objets qui composent la stack de Core Data. Et je vais commencer avec celui qui est au milieu, le NS Persistent Store Coordinator. Et en fait, c'est un objet avec lequel vous n'avez pas fréquemment l'utiliser directement, mais c'est lui en fait qui gère de coordonner toutes les données qui transitent entre votre application jusqu'au disque en fait. Et pour faire ça, ça va utiliser une autre classe qui est NS Persistent Store. Et en fait, NS Persistent Store, c'est la classe justement qui s'occupe de stocker les données, que ce soit sur disque, en mémoire, si jamais vous faites un store en mémoire. Et si vous le faites sur disque, vous pouvez choisir entre SQLite et, si je ne fais pas d'erreur, l'autre c'est un binary store. Et si vous êtes sur Mac, vous avez une autre option qui est de stocker les données en XML, si je ne fais pas d'erreur. Je sais plus, je sais qu'entre binary et XML, il y en a un des deux qui est que pour Mac. Euh, et donc c'est cette classe qui va s'occuper de gérer les fichiers sur le disque et de sauvegarder tout ça. Et si on repart vers le haut, vous voyez que vous avez les NS Manage Object Context. Et donc ça, en fait, c'est le contexte, c'est l'objet avec lequel vous allez faire beaucoup d'interactions, qui va regrouper tous les objets euh, que vous avez créés, que vous avez sauvegardés, qui va les regrouper. Et vous allez pouvoir justement demander à ce contexte de récupérer certains objets en faisant des fetch requests. Donc les fetch requests, c'est l'équivalent d'une query, en gros. Et donc les objets que vous récupérez, c'est des sous-classes de NS Manage Object. Donc les NS Manage Objects, c'est les objets avec lesquels vous allez interagir dans votre application tous les jours. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure qu'on avance. Sachez juste que pour le moment, j'ai coupé les micros de tout le monde pour être sûr que les gens qui avaient du bruit derrière ne passent pas. Et je vais faire un petit tour dans le chat pour vérifier que tout le monde est bien là. Hop. Alors, est-ce que j'ai déjà d'autres stores? Question de Stéphane, est-ce que j'ai déjà utilisé d'autres stores que SQLite en production? Non, j'ai pas utilisé un autre store en production. Je sais qu'il y a d'autres options, mais j'ai pas eu le besoin de faire autre chose pour le moment. Alors, point de vue implémentation. Donc là, je vous ai un peu montré les différents objets qui font la stack de Core Data. Et maintenant, je vais vous parler du NS Persistent Store Container, qui est une classe qui a été introduite avec iOS 10.10, et je ne sais plus quelle version de macOS 10, mais celle qui est sortie en même temps. Et en fait, ça permet de regrouper les classes que j'ai décrites plus tôt sous un même parapluie, ce même umbrella, pour que ce soit plus facile à gérer. Et donc vous pouvez voir que dans le Persistence Container, vous avez le contexte, le Store Coordinator dont on a parlé tout à l'heure, et le Manage Object Model qui n'était pas sur le graphe avant, mais en fait le Manage Object Model, c'est les classes qui définissent votre modèle de données qui va être représenté dans le store. Et donc de mettre en place Persistent Store Container, en fait, ça permet d'éviter beaucoup de code qui n'est pas forcément, qui avant était très répétitif. Donc avant, quand on voulait, je vais faire deux trucs en arrière, voilà. Quand on voulait mettre en place sa stack Core Data, il fallait justement créer un Persistent Store Coordinator, après il fallait créer un Persistent Store, et après il fallait créer un Manage Object Context, il fallait gérer les erreurs, il fallait gérer tout ça, gérer le nom du store, le nom du fichier du store, charger le modèle. Donc il y avait en fait, il y avait une partie de code qui était sur le site d'Apple que tout le monde copiait-collait, mettait directement dans leur application.
Alors, ce qui était bien, c'est que c'était facile, on pouvait le copier-coller. Ce qui était pas très bien, c'est que ce code n'était pas forcément fait pour la production et il gérait pas forcément toutes les erreurs. Donc, il y a beaucoup d'applications qui sont sorties avec des core data stack qui n'étaient pas forcément mises en place correctement. Euh, Avec le Persistent Container, excusez-moi, Apple a permis en fait de mettre tout ce code de mise en place dans une classe et a pu justement prendre le temps de bien faire les choses pour que ce soit bien mis en place. Et après, si vous avez besoin de faire plus de configuration, vous pouvez faire plus de configuration. Donc là maintenant, le code pour mettre en place le container, je l'ai mis là sur l'écran. Tout ce que vous avez à dire en fait, c'est de donner le nom du data model. Donc c'est le modèle de données que vous avez défini. Alors, donc ça va être le même que ça va être le nom du fichier en fait qui contient le modèle de données. Et lui, après, Core Data s'occupe de ouvrir les fichiers du disque si c'est un store qui existe déjà, et s'il n'existe pas, de le créer et de retourner le store pour que vous puissiez l'utiliser. Ce qui permet en fait de mettre en place tout ça de façon efficace, mais surtout avec les bonnes meilleures pratiques autour de la mise en place de la stack. Alors, pour créer votre modèle de données, Apple a créé un éditeur qui existe dans Xcode et en fait qui permet de définir les différentes entités que vous voulez créer. Donc là, j'ai fait un petit exemple rapide de dire voilà, on a une entité qui s'appelle company, donc une entreprise, et d'autres en dessous les employés. Et donc, vous pouvez définir que dans une entreprise, dans une company, comme attribut sur la compagnie, vous avez le nom, vous définissez quel type de données c'est, donc là en l'occurrence une string, et vous pouvez définir d'autres paramètres, comme de dire il y a une compagnie hérite d'une autre entité, donc vous pouvez créer justement toute une hiérarchie d'entités si vous voulez pouvoir justement utiliser l'héritage. Vous pouvez lire sur Internet qu'il y a des avantages et des inconvénients à le faire. D'un point de vue performance, j'ai lu à certains endroits que si vous faites certains types de requêtes, de queries sur le modèle, que c'est pas toujours une bonne idée d'utiliser justement l'héritage, mais ça peut être très pratique dans d'autres cas. Et vous pouvez aussi définir, donc pour revenir à ce que vous pouvez définir sur les entités, vous pouvez définir justement les relations, ce dont je parlais tout à l'heure, donc là de dire que une entreprise a plusieurs employés et qu'il y a une relation inverse qui est définie sur l'employé qui s'appelle employeur. Et donc ça met en place cette relation de 1 à plusieurs, a one-to-many relationship. Et donc de là, Core Data va se charger de gérer cette relation. Vous pouvez faire des relations one-to-one, one-to-many, many-to-many. Et en fait, Core Data se chargera de créer, si vous deviez faire ça dans une base de données, il faut que vous créiez si vous faites une many-to-many, il faut créer une table juste pour gérer ces relations. En fait, Core Data se charge de tout ça pour vous, donc vous n'avez pas à gérer ça, pas du tout à gérer ça. Ce qui est quand même très important et très pratique. On va voir sur le chat rapidement. Il y a quelque chose d'important qui se passe. Il y a Guillaume qui dit que le binary store est quand même trop limité. Et donc pour la prod, il n'y a vraiment que SQLite qui est intéressant. C'est bon à savoir. Comme ça, je n'irai pas me casser la tête à essayer d'utiliser les autres stores dans d'autres cas. Alors l'implémentation. Donc moi j'ai envie de dire que Core Data se charge de tout parce que je trouve que Core Data fait quand même beaucoup de choses. Et ce qui est bien pratique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Core Data fait l'interface avec le stockage pour récupérer les données. Donc, que ce soit SQL, binary ou in-memory, vous faites votre query et en fait, Core Data se charge de faire l'interface avec le store derrière, charger les fichiers et de gérer cette relation-là. L'autre chose que je trouve très appréciable, c'est quand on a un objet, donc si je reprends l'exemple par exemple de l'entreprise et l'employé que j'ai utilisé tout à l'heure, une fois que vous avez l'objet entreprise,
vous pouvez récupérer directement tous les employés de cette entreprise. Core Data va se charger de récupérer les données du disque s'il faut, ou de cacher ces objets en mémoire automatiquement pour que vous n'ayez pas à faire ça. Et donc c'est... Ah, je vais virer le chat, excusez-moi. Euh, et donc c'est pareil, une chose à pas gérer. Quand j'utilise des modèles où il y a des bases de données plus classiques, bah, c'est très souvent on a un objet et puis bah, si on veut aller chercher justement les employés, bah, il faut refaire une query pour aller chercher ces employés et récupérer les employés. Alors dans l'implémentation de Core Data, euh, il y a effectivement une query qui est faite, mais nous, en tant qu'utilisateurs de Core Data, tout ça est transparent. Il n'y a que dans des moments où vraiment vous avez des besoins de performance très précis, où ça peut être intéressant de commencer à regarder qu'est-ce que Core Data fait derrière, quelle query il fait, et ainsi de suite. Mais dans la vie de tous les jours, vous dites juste, bah voilà, je veux les employés de l'entreprise, et ça les donne tout de suite, et ça permet de naviguer le graphe comme ça. Ce qui est très pratique. L'autre chose que Core Data fait automatiquement, donc tout à l'heure je vous ai montré l'éditeur de modèles qui permet de créer les entités, les relations et ainsi de suite. Core Data derrière va créer aussi des fichiers pour représenter ces classes pour que vous puissiez avoir le code typé et donc que le compilateur vous aide dans la création du code, que vous puissiez avoir l'autocomplete et ainsi de suite. Et donc ça permet d'être sûr que même si vous changez votre modèle, vous pouvez avoir le compilateur qui va vous aider derrière à bien trouver les erreurs que vous avez faites. Et le dernier truc qui est assez sympa, c'est tout ce qui est migration de données. Donc tant que, et je me souviens plus de la liste exacte, mais tant que quand vous modifiez votre modèle de données, vous ne faites que ajouter des entités ou des propriétés à ces entités, que vous enlevez des entités ou que vous enleviez des propriétés à ces entités ou des relations, Core Data va se charger automatiquement de faire la migration pour vous. Et donc vous n'avez pas à créer de code ou à faire du travail pour migrer ça. Si vous voulez faire des choses plus compliquées, dans ce cas-là, il y a toute une suite d'outils pour faire les migrations. Et en fait, vous définissez entre chaque version de votre modèle, vous définissiez un mapping qui va permettre de dire bah, ça va là, ça va là, et ainsi de suite. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus compliqué, vous pouvez écrire du code qui permet de migrer d'une version à l'autre. Ah, il y a une question dans le chat. Stéphane déconseille vivement la migration. Il y a des choses plus sympas à faire. Et il dit que la migration par défaut peut prendre beaucoup de temps. Ça peut être une des raisons pour éviter la migration par défaut et justement utiliser la migration moins automatique qui permet d'automiser un petit peu les choses. Mais dans beaucoup d'applications, on ne peut pas se permettre de juste effacer le store. Et donc, il faut potentiellement migrer les données. Alors, avant que je passe aux tips, est-ce qu'on a des questions par rapport à ce que j'ai expliqué jusqu'à présent? Je sais que c'est assez rapide et je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais est-ce qu'on a des questions? Si je réussis à retrouver. Alors, je vois. Les suppressions sont automatiques aussi pour les child si on le paramètre comme ça pour détruire les infos liées à un objet que l'on supprime. Oui, donc je ne sais pas si c'est par rapport aux migrations, mais quand on met en place une relation, on peut définir le comportement à avoir quand on efface un objet d'un ou des deux côtés de la relation, de dire bah, par exemple si j'efface l'entreprise, je veux que les employés soient aussi effacés. Donc on peut faire ça, ou on peut dire bah, si j'efface l'entreprise, c'est pas grave, on garde les employés, on met juste cette relation à nul. Et donc c'est assez pratique pour gérer ça. Donc il y a une question de Sébastien pour savoir si on peut synchroniser la DB avec le cloud. Donc il y a CloudKit que personnellement j'ai pas utilisé, mais de toute évidence Guillaume pourra nous en parler un petit peu
euh, après la présentation pour qu'on en apprenne un petit peu plus dessus. Ouais, bon, on est parti pour les prototypes. Ah, le zoom veut absolument rester au-dessus. On est reparti. Alors, le premier, utiliser NS Persistent Store Container, NS Persistent Container, excusez-moi, parce que ça simplifie quand même beaucoup la chose. Beaucoup les choses, ça permet d'éviter, comme je vous ai dit tout à l'heure, le code qu'on devait copier-coller avant. Mais ça permet aussi d'adopter des bonnes conventions par rapport à l'utilisation de tout ce qui est multi-threading avec Core Data. Puisque le Persistent Container, je vais y arriver, offre des méthodes qui permettent de facilement demander d'exécuter des blocs de code sur une background thread. Quand on veut importer beaucoup de données dans Core Data, c'est intéressant de le faire sur une thread différente que la main thread. Et donc là, de ce côté-là, le NS Persistent Store Container, à chaque fois je rajoute le store, le NS Persistent Container aide beaucoup de ce côté-là. Ça aussi évite le grand débat avant iOS 10.10 justement. Il y avait un grand débat sur quelle était la meilleure configuration de tous les différents objets. Donc comment mettre le contexte, est-ce qu'il fallait le mettre sur un autre contexte, est-ce qu'il fallait le mettre directement sur le Persistent Store Container, est-ce qu'il fallait le mettre sur une background queue, est-ce qu'il fallait le machin, tout ça. Donc là l'avantage c'est Apple a pris la décision pour nous. J'ose espérer qu'ils ont fait ça avec un peu de testing pour voir les performances, mais vu ce que j'ai vu des présentations que Apple fait, ils ont l'air très orientés performance avec Core Data, donc je suis à peu près sûr qu'ils ont fait les choses bien. Et donc ça permet d'éviter ce débat et d'utiliser les meilleures conventions que Apple nous donne. Type numéro 2, je dis toujours quand je parle de Core Data parce que j'ai bossé sur plusieurs projets Core Data et il y a deux projets où j'ai hérité le code de quelqu'un d'autre et dans ces deux instances, le modèle de données avait été mis en place comme une base de données, donc sans relation. Ils avaient mis des index et donc dans chaque objet pour représenter les relations, ils avaient mis un index et quand on avait par exemple un objet de type entreprise, si on voulait récupérer les employés, il fallait refaire une fetch request. Donc les fetch requests, c'est un peu l'équivalent des queries. Il fallait refaire une fetch request pour récupérer justement les employés derrière. Euh, et donc c'est pas très pratique d'un point de vue code, parce que ça fait qu'on fait des fetch requests à tour de bras et tout le temps. C'est pas super point de vue performance parce que ça force quand même le core data à aller regarder dans la cache et éventuellement jusqu'au 10 pour les trouver. Même si c'est vrai que de toute façon il faudra charger les données, mais c'est quand même beaucoup plus rapide de dire je veux les employer à travers d'une relation que par une fetch request. Et comme je disais tout à l'heure, core data n'est pas une base de données, donc autant l'utiliser correctement. Et je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat, donc on va aller voir ça rapidement. Alors Guillaume, qui n'a pas utilisé non plus, mais c'est juste que ça existe, donc je suppose que c'est pour CloudKit. Voilà, tu pourras nous dire ça tout à l'heure alors. Il y a Stéphane qui disait que CloudKit c'est une base de données NoSQL. Ok, cool. Et qu'avant iOS 10, il y a la fameuse stack de Marcus Zara pour les perfs. Oui, on est tous passés par là. Mais voilà, comme ça, au moins on a pu le faire. On a pu à le faire maintenant. Apple l'a fait pour nous. L'autre type que j'ai toujours pour Core Data, c'est de ne pas utiliser de code Stringly. Et en fait, le code Stringly, c'est les API qui existent dans le monde Apple qui permettent de récupérer des données en utilisant juste des strings. Donc il y a quelques API comme ça. Celle que tout le monde connaît en général, c'est User Defaults, qui permet de dire je veux stocker une donnée, cette donnée derrière cette clé. Et la clé est une string. Donc ça fait que le compilateur en fait peut pas vraiment nous aider, sauf si on crée une variable pour contenir cette string.
euh, qui permet dans ce cas de nous aider un petit peu. Mais en général, ceux qui justement utilisent les Stringly API n'utilisent pas ces variables et se contentent juste de taper ces strings à chaque fois qu'ils veulent les avoir. Alors l'inconvénient de ça, donc c'est le code que j'ai mis en haut, où vous voyez par exemple que le nom de l'entité c'est company et c'est juste mis comme une string, donc là le compilateur peut pas aider. Et puis bah, pour mettre le nom en dessous, pareil, hein, c'est pour for key name. Donc l'inconvénient là, c'est que si vous changez quoi que ce soit dans votre modèle, bah, vous allez faire beaucoup de search and replace dans votre code pour essayer de retrouver où est-ce que vous référencez le nom de la propriété ou le nom de l'entité. Et très honnêtement, pour avoir fait 2 projets où il a fallu que je fasse ce genre de refactoring, je peux vous dire que c'est un peu galère. Donc autant utiliser les classes qui sont générées par Core Data justement et qui permettent d'utiliser donc directement des objets typés et donc d'avoir le compilateur qui nous aide. Quand on change le modèle plus tard, et ben, on a une erreur dans le compilateur qui dit que cette propriété ou ce nom de classe n'existe pas et donc qu'il faut faire quelque chose. Hop, je vais dire ça et on est reparti. Donc voilà pour le code Stringly. La deuxième chose que je conseille, c'est d'utiliser le NS Persistent Store View Context. Donc en fait, le View Context sur le Persistent Container, c'est le contexte qui est associé à la main thread et qui permet de récupérer les données et éventuellement de modifier les données aussi. En fait, le conseil que je donne, moi, c'est de garder celui-là totalement en read-only et de faire une modification sur un deuxième contexte. Si vous avez beaucoup de modifications à faire, bah, utilisez un background context qui sera justement associé à une background thread. Et vous pouvez aussi éventuellement créer un deuxième contexte qui est là juste pour éditer. Je sais que moi ça m'arrive de temps en temps quand j'utilise des chaînes de view controller où j'ai pas envie d'écrire tout le code pour passer sur la background thread. Et donc j'utilise éventuellement un deuxième contexte qui est lié à la main thread. Mais le but, c'est de garder le view context, le principal, en read-only. Comme ça évite d'avoir des problèmes de concurrence et ça évite les problèmes de bloquer la main thread parce qu'on importe beaucoup de données dans Core Data. Et donc pour sauvegarder des données ou pour éditer le modèle dans le background, et ben vous pouvez utiliser NS Persistent Container perform background task. Vous lui passez un bloc et ça va exécuter le bloc automatiquement et dans le background, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que ce qu'il pouvait y avoir avant. Donc c'est pour ça que le persistent container est bien pratique. Il y a juste une chose, si vous faites justement, si vous utilisez ça pour que ce soit dans le background, il faut bien marquer quand vous mettez en place le persistent container que le view context doit merger automatiquement les modifications des autres contextes dans le view context. Une fois que vous avez fait ça, en fait, quand vous sauvegardez des données dans d'autres contextes, toutes les données vont être synchronisées vers le view context automatiquement et vous n'avez rien à faire pour voir les données arriver. Il faut juste que vous utilisiez après les différentes classes comme les table view, le NS Fetch Result Controller qui va lui vous dire voilà, les données ont changé, il faut que vous fassiez quelque chose dans l'UI. Tip numéro 5, faites attention aux threads. Donc quand on parle Core Data, une des choses à savoir, c'est qu'un manage object, un objet, donc un NS Manage Object que vous récupérez d'un NS Manage Object Context, ne peut être utilisé que sur la thread qui est associée au NS Manage Object Context. Si vous essayez d'utiliser sur une autre thread, vous aurez des comportements, ça peut aller du crash, ça marche pas très bien. Il y a des outils très simples pour éviter de faire ces erreurs en développement, dont je vous parlerai tout à l'heure que vous pouvez utiliser. Mais donc ça, faut bien y faire attention. Donc moi, ce que je conseille pour ne pas avoir de problème avec les threads, c'est de donc bien utiliser le NS Persistent Container Perform Background. C'était quoi? Background Task, qui permet justement de bien gérer ça.
Et l'autre, si jamais vous voulez utiliser directement sur NSManage Object Context, c'est d'utiliser Perform Block and Wait et Perform Block qui permettent justement de vous assurer que le code que vous avez écrit sera exécuté sur la bonne thread par rapport au contexte. Pour passer des objets entre contextes, en fait, on ne passe pas un objet entre les contextes ou entre les threads, on passe l'ID de l'objet. Et quand on arrive sur l'autre thread, on demande au contexte de cette thread de nous donner l'objet qui correspond à cet object ID. Et là, à ce moment-là, Core Data se chargera d'aller récupérer le bon objet pour nous. Et comme ça, on a les objets qui sont séparés par threads. Donc il faut bien faire attention après à où on passe ces objets pour pas les passer à un endroit où c'est pas la bonne thread. L'autre conseil, n'utilisez pas Perform Block and Wait sur un contexte associé à la main thread, sinon vous risquez d'arriver dans des deadlocks parce que la main thread attendra sur quelque chose, et si dans ce quelque chose vous voulez faire une action qui est aussi sur la main thread, ben voilà, vous êtes dans une deadlock et l'application n'avancera plus. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas... Ce serait cool d'avoir une Swiftlint rule pour gérer ça, mais je ne sais pas si c'est possible. Il va falloir regarder. Tip numéro 6, utiliser les launch arguments. Donc Core Data utilise plusieurs launch arguments que vous pouvez configurer dans Xcode pour débugger différents aspects. Donc il y a les problèmes de threads dont je vous parlais tout à l'heure, donc vous pouvez mettre un launch argument qui, dès que vous utilisez un objet sur la mauvaise thread, en gros ça plantera votre application, et comme ça vous pouvez voir directement où ça se passe. Il y a aussi un argument pour débugger tout ce qui est migration, un autre pour la performance, et un autre pour voir les queries qui sont envoyées à SQLite derrière. Donc si jamais vous avez des problèmes de performance par exemple, ça peut être intéressant de voir quelle est la query qui est derrière pour essayer de voir si vous pouvez optimiser les choses et voir un peu comment récupérer plus de perf. Hop, on va voir le chat. Ouais, je referai un tour dans le chat après pour voir s'il y a des choses intéressantes à discuter dans les questions. On va continuer pour le moment. Hop, et si vous avez une question que vous voulez me poser, n'hésitez pas à remettre votre micro en route. Utiliser les query aggregate. Donc une des choses que Core Data offre, c'est en fait de faire des queries directement sur la base de données. Et donc ce qui est offert, c'est de faire des sommes, de compter et de grouper les données suivant certains critères. Alors ça prend un peu plus d'efforts à mettre en place. Même une fois qu'on l'a fait, voilà, on sait comment ça marche et on peut y arriver assez facilement. Mais l'avantage, c'est que ça fait les calculs directement sur la base de données, et donc c'est super rapide. Sur le projet sur lequel je suis en ce moment, il y avait certains cas où l'application prenait une dizaine de secondes à faire quelque chose, et en passant à des aggregate queries, en gros c'est instantané. Donc ça permet quand même de gagner beaucoup en perf. Utiliser des catégories. Donc en fait, Core Data, quand il crée les classes pour vous, pour représenter vos entités, ça crée des fichiers auxquels vous n'avez pas accès et qu'il ne faut pas que vous ayez accès parce que de toute façon ça les change à chaque fois que vous changez le modèle. Et donc une bonne stratégie pour regrouper les codes qui sont reliés à ces entités, c'est d'utiliser des catégories sur ces classes pour rajouter le code qui est relié à ça. Par contre, mon conseil, c'est de vraiment ne garder que le code qui est relié à la couche data là-dedans, et de ne pas commencer à mettre du code genre de formatage ou des trucs comme ça qui sont plus reliés à l'UI, et de vraiment de garder ça relié à Core Data. Un autre conseil, c'est de ne pas sauvegarder depuis ces catégories-là, justement. Donc, quand vous faites des modifications sur vos objets dans Core Data, il faut appeler la fonction save après pour sauvegarder vos changements. Et donc, moi, mon conseil, c'est de ne jamais utiliser save depuis ces catégories-là, parce qu'en fait, vous ne voulez pas avoir une méthode sur un de vos objets qui va modifier l'objet et le sauvegarder. La raison pour laquelle vous ne voulez pas ça, c'est que quelqu'un peut faire des modifications sur l'objet, appeler une méthode dans une catégorie, mais ne savait pas forcément que ça allait sauvegarder. Moi, mon conseil, c'est toujours dire de sauvegarder
au niveau où vous commencez à faire les modifications. Donc vous avez un bloc de code, vous commencez à modifier, à la fin de ce bloc de code, vous devez sauvegarder, donc que ce soit de façon atomique. Entre le début et la fin, vous pouvez appeler beaucoup de méthodes, mais il faut qu'il n'y ait aucune de ces méthodes qui fasse de sauvegarde en fait. Ça évite d'avoir des changements qui sont sauvegardés sans qu'on ait forcément eu envie de les sauvegarder et que ça se passe sans qu'on le sache en face. Et donc ça relie le type numéro 10 qui est d'adopter un modèle transactionnel pour édition de vos objets. Et donc de dire que, comme je disais, le save soit appelé dans le même bloc que là où vous avez commencé à modifier votre objet. Et ce qui permet en fait aussi d'être sûr que vous n'ayez pas des changements qui sont dans le store mais qui n'ont pas été sauvegardés et qui éventuellement quand vous quittez l'application ne seront pas sauvegardés parce que vous n'avez pas fait de save depuis. Et aussi, ça fait que si vous adoptez pas un modèle transactionnel, quand vous sauvegardez, vous savez pas vraiment les changements que vous allez sauvegarder. Et donc, il est possible qu'il y ait des changements qui soient propagés derrière, que vous n'ayez pas forcément anticipé. Donc, moi, en fait, ce que je fais pour m'assurer de ça, excusez-moi, je crée une catégorie sur le persistent container qui, en fait, est perform background task and save. Et donc c'est exactement perform background task, sauf que ça exécute le bloc et juste après que le bloc est exécuté, ça fait une sauvegarde. Comme ça, j'ai pas à me souvenir qu'il faut que je fasse un save, j'ai juste à me souvenir d'appeler la bonne méthode et la sauvegarde est faite automatiquement derrière. Voilà pour les tips, voilà pour les conseils que je pouvais donner. Donc moi je suis curieux d'un si vous avez des conseils à partager et si vous avez des questions aussi. Donc on va retourner dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, vas-y. T'as rien? Cool. Ouais. Ouais. Alors, j'ai pas de projet tuto, mais si tu vas voir l'article, pour chaque tips, en général, il y a un article que tu peux aller lire qui parle de ça et qui donne plus de détails. Donc, si tu veux, je peux. Hop, je vais aller chercher l'article et je vais le mettre dans le chat, comme ça, tu n'auras pas à attendre. Hop, non, je ne veux pas modifier ma slide, je veux juste le. Voilà. Link. Et voilà. Mhm. Ouais. Moi, j'aime pas, parce qu'en fait, la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'ils mettent ils créent un manage object context qu'ils accrochent au delegate parce qu'ils le créent dans le application did launch machin qui se retrouve à faire 3000 lignes de code parce que tout le monde veut être mis dedans. Moi, ce que je fais en général, c'est je crée un objet Core Data Stack et c'est une globale, c'est un singleton que tu peux accéder de partout. Et donc comme ça, je ne vais pas chercher l'app delegate, je vais chercher le Core Data Stack quand j'en ai besoin. Ce qui permet de ne pas avoir à faire référence à l'app delegate à chaque fois. Dans ce Core Data Stack, il y a une variable dessus qui est le container, qui après, à partir de là, je peux créer des contextes si j'ai envie, et ainsi de suite. Ouais, de rien. Une autre question ou un autre type que les personnes veulent partager? Parce que je sais, moi j'en ai donné 10, mais il y en a encore tout plein d'autres qui pourraient être partagés. Donc,
Oui, effectivement, cette extension, je l'ai vue beaucoup de fois. Stéphane, toi qui as utilisé Core Data dans tous les sens. Ah, ton micro il est coupé. Faut que tu le remettes en route. Alors attends, voyons voir si je peux t'aider. Hop, voilà, t'es plus mute, vas-y. Là on t'entend, vas-y. Euh, pour moi, pas forcément. Pour ouais, limité. Hmm. T'es sûr que le fetch request il va toujours sur le store? Je veux bien avouer que j'ai jamais creusé cette question-là. Certain? Ok. Cool. Bah voilà, une raison de plus pour utiliser les relations. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, moi j'étais un peu du même avis que toi, jusqu'à ce que je travaille sur un projet, en fait, sur une application qui devait marcher en offline. Et le client m'a expliqué que non, il faut que les données qui ont été sauvegardées quand tu étais en offline, que tu sois sûr que tu puisses les renvoyer vers le serveur. Et donc, même si l'application a été mise à jour entre le moment où tu n'avais pas de connexion et le moment où tu y reviens plus tard, que ça puisse continuer à marcher. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé de faire la migration pour que ça puisse marcher. C'est un problème de riche, hein. Mhm. Bah ouais. Alors, je garantis pas ça, c'est juste pour dire, voilà, le client en l'occurrence voulait limiter au maximum la possibilité de perte de données. Et donc, bah, il fallait faire une migration pour ça. Alors, je voyais un autre type qui arrive de Guillaume, Lab Core Data Lab sur MAS, tip top. Ah, faut regarder. Je connais pas. C'est quoi, Guillaume? C'est une application avec. Est-ce que tu peux en dire plus? Ouais. Mm. Ouais. Ouais. Moi, j'utilise. Ouais.
Euh, alors il y a Core Data Editor qui est disponible en open source et gratuit. Alors je connais pas Core Data Lab. À mon avis, Core Data Editor est un peu moins poli. Mais qui effectivement c'est super pratique quand on peut aller voir dans le store et voir ce qui se passe et voir si les données ont été sauvegardées ou pas. C'est clair. Ouais, c'est clair. Il faudra que j'aille la voir pour voir si elle marche bien ou pas. Super cool, merci. Une autre question, un autre type? Je suis curieux pour les autres qui sont en ligne. Vous avez déjà utilisé Core Data ou qu'est-ce que vous utilisez comme techno pour stocker, pour persister vos données sur les téléphones? Bah, principalement iOS puisqu'on parle de Core Data, mais on peut aussi ouvrir côté Android. Vas-y, je serai pas tout seul comme ça. Mhm. Comme tout le monde. Mhm. Mhm. C'est pareil. Ouais. Mhm. Ouais, j'imagine. Ouais, de toute façon, le multi-threading, c'est toujours problématique. Donc, il n'y a aucune technologie qui s'en sort super bien. Donc, je peux imaginer qu'effectivement, Realm aussi a des problèmes. Mais Realm, c'est vraiment plus un modèle base de données. C'est tu crées tes queries et tout ça? Ou est-ce qu'ils ont aussi cette notion de relation Mhm. Et tu peux naviguer les relations automatiquement derrière? C'est cool. Mhm. Ouais. Mhm. Fetch Results Controller. Ouais. Alors, j'ai pas forcément d'exemple, mais il y a beaucoup de tutos là-dessus en ligne, mais effectivement, en fait, le NS Fetch Result Controller, ça te permet de faire l'interface avec soit une collection view, soit une table view, ou même si ta propre vue, en fait. Ce que tu dis, en fait, tu crées un Fetch Result Controller et tu dis, voilà la fetch request que je veux que tu monitores. Et en fait, quand il y a des changements dans la base, dans ton contexte derrière, qui font que les résultats de la fetch request auraient changé, tu reçois une notification qui te dit le contenu a changé. Et à partir de là, à toi de décider ce que tu fais. Il y a la version expéditive qui dit bah cool, ça a changé, je recharge ma table view comme si de rien n'était, je recharge tout. Et après, il y a la version je regarde la notification que ça m'a envoyée pour voir quels objets ont été changés, comment ils ont été changés, et pouvoir animer éventuellement ma table view en fonction des changements. Je viens de faire ça pour un projet. C'est super bien quand il arrive, mais ça m'a pris une éternité. Et ça pourrait être le sujet d'une présentation rien que pour ça. Je crois que je vais écrire un article sur Medium là-dessus. Parce qu'il y a très peu de documentation sur cette partie-là. Et malheureusement, si tu fais une erreur,
tu ne peux que planter derrière. Ou il faut que tu enlèves ta table view et que tu la remettes derrière. Et que tu en recrées une derrière, ce qui est assez compliqué. Je ne sais pas vu trop point de vue UI Collection View, je ne sais pas Stéphane si tu as un peu de retour par rapport à l'interfaçage entre Collection View et les Fetch User Controller. Ouais, ouais. Mhm. 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 Ouais, ouais. Sinon, ça devient plus compliqué. Mhm. Ouais, ouais. Cool, cool, cool. Je suis curieux, Laurent, toi qui es plus côté Android, ce que ça t'inspire et ce qui éventuellement est équivalent côté Android. Ouais, ouais. Ok. Mhm. Ouais, ouais, donc c'est peut-être plus près de Realm. Ouais, ouais. Ouais, cool. Cool, cool. Ouais. Bah, c'est quand même bien pratique quand tu peux utiliser une librairie qui est dans l'OS et de pas avoir à rajouter une librairie qui va alourdir ton application au téléchargement. Ouais. Et bienvenue dans le monde du cross-platform. Ouais, je crois qu'il n'y a aucune technologie cross-platform qui soit garantie. J'ai raté les conversations qu'il y a pu y avoir aussi sur CloudKit. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui éventuellement ont plus d'infos par rapport à la synchronisation Core Data et CloudKit? Ouais, moi c'est la solution la plus simple si tu veux faire ça. Par contre, je sais absolument pas quelles sont les limitations qu'il peut y avoir par rapport à ça. C'est pas quelque chose que j'ai eu à faire. Mais c'est effectivement la solution la plus simple. Après, tu peux t'intégrer avec un autre serveur et ainsi de suite et synchroniser tes données, mais ça prendra plus de travail.
Mm. Et CloudKit, ça synchronise le fichier du store ou ça synchronise les données? Ouais, ok. Ok. Ouais, ouais, cool. Parce que c'est directement basé sur ton Apple ID. Donc tant que tu as un compte Apple ID, ça se fait automatiquement. Ouais. Ah, c'est une très bonne solution. Si, bah, je ne l'ai pas utilisé, mais vu ce qu'ils en promettent, c'est une très bonne solution tant que tu n'as pas synchronisé avec des devices Android. Alors ce que j'avais compris, c'est que CloudKit, il y a une version JavaScript. Il y aura peut-être moyen de finasser un petit peu. Mais bon, après, ça fait rentrer dans le hacking, beaucoup de hacking. Mhm. Ouais, ouais. Et donc mais c'est synchronisé juste entre applications, ça passait par le cloud, si? Sur tous les devices? Ouais. Mm. Application. Ouais. C'est pour ça que je suis pas sûr si ça va vers le cloud, mais peut-être justement en combinant AppGroup et CloudKit, ça permet de vraiment toucher toutes les applications d'un même développeur sur tous les devices de l'utilisateur. Après, il y a aussi l'option de synchroniser des fichiers par sauvegarde, je pense. Mais voilà, là, je crois qu'on je rentre plus dans un truc que j'ai pas creusé moi. Oui, oui. Mhm. Ouais, ça marche très bien. Ouais. Mhm. Oui, après, c'est des. Mhm. Oui, pour ceux qui ont dû faire une synchronisation entre Core Data et un web service à la main dans le passé, quand on fait un coup de Firebase la première fois, on se dit: Ah, tout ce code-là qu'on a créé, on en a plus besoin, super, suivant. En fait, c'est des utilisations différentes aussi. Mm. Mm.
Ce serait intéressant de. Je sais pas s'il y a un article qui existe qui compare les performances justement de ces différentes solutions. Parce que. Ouais. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Sauf pour ceux qui ont le budget, qui veulent vraiment avoir les performances maximum et qui peuvent se permettre de réécrire le code des deux côtés. Bon, je suis à peu près sûr que si on a quelqu'un de Symfony sur le Slack, il te dirait que c'est suffisamment important pour qu'il se justifie de le réécrire des deux côtés. Et après, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Moi, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était Corata, ils avaient fait les deux pour avoir des expériences définies de chaque côté sans faire du cross-platform. T'y es. Mhm. De beaucoup d'applications. Mm. Mm. Cool, merci pour ce retour. Est-ce qu'il y a d'autres retours par rapport à d'autres personnes qui ont utilisé Core Data éventuellement et qui voudraient rajouter leur expérience?
En fait, ça sauvegarde le fichier et ça le partage au travers des devices. Ouais. Ouais, ça c'est assez relativement simple. Par contre, je suppose d'avoir un petit délai. Alors moi, c'est intéressant. Il faudra que je creuse. Cool. Je pense que tu peux le mettre. Tu dois pouvoir le mettre à un endroit un peu privé dans l'app container. Cool, merci. D'autres d'autres notes? Des gens qu'on n'a pas entendu parler encore. Il y a des timides. Tout le monde est sur Nice, à part ceux qui se sont présentés au début ou pas? Cannes. Ça va, c'est pas trop loin. Ça va, ouais. On pourra vous revoir quand on fera en présentiel, vous êtes suffisamment proches. Oui. Mm, mm. Faut juste attendre que l'application soit iOS 13 minimum. Ça va arriver, ça va arriver. Ouais, moi je suis sur un projet, c'est iOS 11 minimum, donc l'année prochaine sera iOS 12. Ça va attendre encore un an derrière, je crois. Ouais, je les ai. Un peu dur. Ouais, ouais. Alors moi je crois que iOS 11 en septembre, je lui expliquerai que c'est plus la peine. Voilà. Surtout que... Mhm. Bah d'ailleurs, qu'est-ce que... Moi, en général, à mes clients, je leur conseille la version actuelle et la version d'avant. Je suis curieux de voir, vous, quels sont vos conseils, qu'est-ce que vous faites dans vos apps. Pareil. C'est ton gros client. Plus importante. Ça dépend des applications. Il y a des applications où les utilisateurs sont plus âgés et elles se mettent pas forcément à jour. Donc, d'adoption. Mhm. Alors moi, mes parents, je peux te dire que ma mère est encore sur un iPhone 5 et donc Cédric O
C'est qui Cédric O? Ah, et qu'est-ce qu'il faut que je lui explique? Ça va pas marcher? De toute façon, d'après ce que j'ai vu, je crois que c'était un autre pays qui avait commencé avec ça. Ils l'ont mis à la poubelle aussi, mais pour plein d'autres raisons. Ah bah non, il faut pas. Ouais, ouais. Voilà. On aime bien faire ce qu'on veut faire, hein. Mm. C'est peut-être la meilleure solution. Oui, là c'est clair, ma mère, alors iOS, elle est sur un iPhone 5, donc à mon avis, le maximum c'est iOS 10 ou iOS 11. Je pense pas que. Ouais. Il faut attendre la version suivante pour pouvoir. C'est bon à savoir. Cool. Mhm. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est franchement. Ouais. Ouais. Oui, ça marche bien pour les applications en interne, comme tu dis. Après, en grand public, ça marcherait pas. Ouais. C'est un beau. C'est une belle position dans laquelle tu peux être, comme tu dis, de vraiment pouvoir utiliser tous les derniers trucs à la mode. Ah, t'as fait les grandes boîtes du coin. Ouais. Ils étaient où sur Sophia IBM? Ouais. Tout le monde y va. Ah, c'est cool. Cool.
Ouais, c'est cool, surtout parce que pour avoir discuté un peu avec quelques personnes à la Symfony, vu les contraintes de sécurité apparemment qu'ils vous mettent pour être sûr que rien ne fuit, ça n'a pas forcément dû être facile d'installer tous les logiciels pour la sécurité qu'il a fallu, non? Ouais, c'est cool. Cool. Ouais, ouais. Et ils te laissent mettre du code Symfony sur un iMac perso? Ouais, c'est cool. Ouais. Cool, cool, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, Core Data, d'autres choses à dire sur la technologie reliée? Je suis en train de réfléchir. Mais je suppose que s'ils l'ont fait avec SwiftUI, ça va marcher avec Combine aussi. Ah, cool. Il y en a beaucoup qui commencent des projets SwiftUI Combine? Mhm. Et ça marche bien? Mhm. Ouais, ouais, ok. Mhm. Ah, me dis pas ça. Mhm. Ouais, cool, cool. Tu penses pas qu'un Core Data continuera en l'état actuel Ouais, ouais, c'est intéressant de voir. Et pour toi, ce sera pas basé sur Core Data, juste rajouter des extensions pour que ça marche avec Combine? Ouais. Et c'est vrai qu'ils peuvent le moderniser de ce côté-là.
C'est un certain âge. Bon, c'était les années 2000 quand même. Ouais, c'est clair. Cool. Bah écoute, on verra ça en juin, hein. Cool, cool. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres choses que vous voulez partager tant qu'on est là? Sinon, on vous libérera. Des volontaires pour les présentations, à part Stéphane? Non? Je suis déçu. Cool, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. De rien. Le mois prochain, donc on parlera de Flutter, c'est ça, Laurent? Cool. Ouais, probablement. C'est un sujet qui fait rêver les développeurs. Je sais pas pourquoi, mais. Bon, bah c'est cool. Bon, on vous verra tous le mois prochain. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Comment? Ah ouais, tu peux m'envoyer le nom. Vu qu'on est tous en remote, on s'en fout d'où ils viennent maintenant. Allez, cool. Bah, on vous voit tous le mois prochain alors. Ciao tout le monde. De rien. De rien, ciao. Ça y est, tout le monde est parti. C'était limite. Ah ouais, cool, tant mieux. Et en fait, je me rends compte, c'est chiant quand t'es. Parce que tu sais, j'ai qu'un écran et donc de faire la présentation et de voir s'il y a des questions dans le chat, c'est le bordel en fait. Ça, ouais, ouais. Ouais, bah, je suis passé en laptop only il y a quelques mois maintenant. Faut que je m'achète un écran externe, un de ces quatre. Mais, non, non, non. Non, et puis à la limite, je pourrais utiliser l'écran de mon iMac, mais là, avec le confinement, on l'a mis dans le salon. C'est la machine vidéoconférence pour les enfants. Vidéoconférence sur du 27 pouces, autant dire qu'il y a de la place. Mais bon, au moins comme ça, on l'a, on n'a pas à se battre avec eux pour les ordi, donc ça, c'est cool. Euh, mais, bah, tu vois, passer d'un 27 pouces à un 16 pouces, je m'étais dit, putain, ça va être galère. Et en fait, ouais, ça me manque peu. Je me dis, ce serait cool d'en avoir un, mais ça me manque pas tant que ça, en fait. Dans 6 mois ou un an. Comment? En fait, t'as pas besoin d'un grand écran pour avoir plus d'espace, c'est plus pour que les pixels soient plus gros. Ouais, tu sais, je m'étais en train de me dire qu'il faudrait que j'aille voir l'ophtalmo parce que ça commence à descendre un peu. Ah, bah, ouais. Pareil qu'à la quarantaine, ça plante. Ouais, et c'est con, hein, quand j'étais jeune, je portais des lunettes et en fait, j'ai pu les porter et bah, toute évidence, il va falloir que je m'y remette donc ça va arriver. Bon, alors par contre, ouais, alors par contre, je sais pas pourquoi, je pense que QuickTime a merdé. Il enregistre très bien. Alors ça a bien enregistré parce que c'était sur le cloud, mais la qualité était à chier, j'ai trouvé. Après, bon, voilà, à la limite, j'aurais dû faire ça, l'enregistrer sur le cloud et l'enregistrer en local, comme ça, il y a le, ça couvre.
Ouais, tu pourrais aussi en backup. Mais très honnêtement, si on fait. Alors après, oui, tu peux essayer de voir point de vue qualité. Je veux dire, si. Non, en fait, je crois que ce qui s'est passé, parce qu'il marchait bien, je l'ai vu quand on était en discussion, ça marchait bien, mais il me disait que le fichier arrivait à 3 gigas. Et je me demande s'il n'y a pas un bug dans QuickTime qui fait quand il a plus de place, il s'arrête et puis il propose même pas de sauvegarder, il faut tout ça à la poubelle. Donc il faut que j'aille voir si le fichier est quelque part ou pas. Mais il m'a pas donné l'option de sauvegarder qu'il me donne d'habitude, donc c'est ça qui me fait un peu peur. Et j'ai plus de fenêtre. Donc il va falloir que j'aille voir dans mes fichiers temporaires et tout ça pour voir si je peux le trouver. Encore un truc super. Non, c'est clair. Surtout il y a l'article Medium qui, je trouve, est probablement un meilleur support de toute façon pour ce genre de choses. Donc voilà. Bon, bah, c'est cool en tout cas, les gens avaient l'air intéressés. J'ai toujours peur quand tu fais une présentation comme ça que les gens disent ouais, c'est à chier, c'est pas assez précis, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on va voir si on réussit à les faire parler au fur et à mesure. Bah, c'est cool. Ouais, j'étais surpris d'ailleurs du nombre de gens connus. Parce que j'avais l'impression la fois dernière qu'on a fait en non présentiel que c'était que. Il y avait très peu de gens qu'on connaissait justement. C'était principalement des gens qu'on n'avait jamais vus. Euh, donc, ouais, 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 mais ça c'est le problème du meet-up en général. C'est un meet-up pour développeurs et bah, je sais pas toi qui tu vises, mais moi je sais que mon but c'est pas de viser des boîtes qui ont des développeurs justement. Une vitrine. Pour avoir ton nom sur le meet-up. Ouais. Ouais. Mm, mm. Ouais. Ah, c'est pour ça que j'essaie de lancer le meet-up autour du M-commerce et tout ça. Parce que là, ce sera plus utile. Donc, ouais, alors c'est absolument pas thème développement, c'est M-commerce et retail. Donc effectivement, c'est pas orienté vers les développeurs, je veux l'orienter vers les porteurs de projets et les chefs d'entreprise. Non, non, non. Non, je l'ai pas mis parce que pour moi, c'est pas les mêmes. J'enverrai peut-être un truc juste voilà pour dire que, mais pas dans le Slack, je ferai un email. Mais ouais, c'est pas technique et que la plupart des personnes dans le meetup sont des développeurs, je pense pas que ça les intéressera. Et c'est tout aussi bien parce que c'est pas eux que je veux voir. Donc faut juste que je suis un peu déçu que Eric ait pas voulu me rejoindre là-dedans parce que ça aurait été sympa d'avoir quelqu'un d'autre pour organiser et pousser. Il faudrait que j'essaye de trouver quelqu'un qui est orienté plus un non-tech, que ça pourrait intéresser de se lancer là-dedans avec moi. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, ça, c'est des détails pour plus tard. Ouais, bah, je t'enverrai un email, voir si ça le penche. Cool. Bah écoute, je vais y aller, je vais aller faire un bisou à mes enfants avant qu'ils se couchent. De rien. Ouais. Ouais, j'allais dire, regarde, je sais pas s'il y a son email, s'il y a son numéro de téléphone dans son email. Ouais, il me l'avait donné, mais je l'avais perdu, moi. Cool. Ouais, parfait. Bah écoute, tiens-moi au courant, et puis... ouais, bon, on verra. J'ai d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter en ce moment. Ok. Bah écoute, bonne soirée, et puis à la prochaine alors. Ciao.